Bien-aimé, fidèle spectateur d'une parole pour toi, je suis très heureuse de te retrouver encore ce midi. J'espère que tous les fidèles sont à l'écoute, nombreux. Moi, je suis là également à mon poste. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, je veux te bénir encore pour l'occasion que tu nous donnes ce midi d'être ensemble. Merci pour ta présence. Merci de ce que tu es là, comme tu l'as promis, avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je prie pour chacun de tes enfants à l'écoute, ceux qui vont regarder après, qu'ils expérimentent cette présence constante, ta présence constante à leur côté, et que cela les encourage, les aide à pouvoir véritablement se positionner là où tu les veux. Je prie particulièrement pour les couples ou les futurs couples qui suivent cet enseignement, que ce qu'ils entendent ne soit pas seulement pour eux une théorie, mais qu'ils puissent la mettre réellement en pratique et que cela change, transforme, façonne leur vie de couple. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Donc, nous sommes encore là ce midi pour poursuivre sur notre lancée. Je rappelle que la semaine dernière, nous avons démarré la sous-série sur les langages de l'amour dans le cadre de la grande série intitulée Mieux se connaître pour mieux s'aimer. Et la semaine dernière, nous avons parlé des 3 premiers langages de l'amour. Aujourd'hui, nous allons continuer et parler des 2 derniers langages de l'amour. Le premier, ce sont les services rendus. C'est-à-dire que ceux qui ont ce langage veulent que leur conjoint fasse tout ce qui leur plaît, peut leur faire plaisir, en lui rendant service. Voilà. Pour eux, c'est le fait de rendre service qui est la meilleure manière d'exprimer son amour à quelqu'un. Et faire les choses que la personne souhaite qu'on fasse pour lui. Donc faire la vaisselle, la cuisine, la lessive, les courses, le ménage, le bricolage, s'occuper des enfants, en tout cas toutes sortes de services qui, pour la personne, lorsqu'on lui rend service, lorsqu'on est serviable avec elle, c'est là où elle se sent le mieux aimée. L'une des principales illustrations de ce langage d'amour dans les Écritures, c'est lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Voilà, il a rendu un service, et le service avec d'autant plus de valeur que c'était un service qui, comment je peux dire, ce n'était pas à Jésus de rendre ce type de service. Nous savons dans l'histoire que il est dit que dans la culture juive à l'époque, ce sont les esclaves qui lavaient les pieds des invités de leur maître, parce que cela se justifiait par le fait que un invité, à l'époque il n'y avait pas de voiture, donc les gens marchaient à pied, et le fait de marcher à pied faisait que leurs pieds se salissaient. Donc quand ils arrivaient chez leur hôte, les esclaves de la maison lavaient les pieds des invités. Et Jésus, alors qu'il était leur maître à eux tous, s'est apprêté, a pris un tablier, une serviette, et a commencé à laver les pieds de chacun de ses disciples. Donc, en fait, il s'est mis dans une position humiliante, parce que pour laver les pieds, il faut être à genoux. Donc, ton maître qui s'agenouille pour te laver les pieds, bon, tu imagines un peu ce que ça c'est comme service rendu. Et la Bible dit que Jésus a mis le comble à son amour en leur lavant les pieds. Donc, pour ceux dont le langage d'amour, ce sont les services rendus, pour eux, c'est vraiment ça qui peut exprimer qui peut leur permettre de ressentir l'amour de leur conjoint. Et je dirais la difficulté de parler ce langage d'amour, la semaine prochaine, on va revenir sur les astuces pour pouvoir bien parler le langage d'amour de son conjoint. La difficulté, c'est que pour parler ce langage d'amour, il faut dépasser les stéréotypes qui sont liés au rôle de l'homme et de la femme. Donc, par exemple, j'ai dit que c'est faire le ménage, la lessive,
la cuisine. Bon, une femme dont le langage d'amour, ce sont les services rendus, s'attendra à ce que son mari l'aide dans les tâches ménagères. Parce que c'est ça qui va être pour elle le signe qu'il l'aime vraiment. Le fait qu'il souhaite alléger sa tâche, le fait qu'il souhaite l'aider, le fait qu'il souhaite mettre la main à la pâte, pas forcément parce qu'elle le demande, parce qu'elle l'exige, mais juste par amour pour elle et vraiment de bonne volonté. Donc vous voyez un peu par rapport à ces stéréotypes qui existent encore aujourd'hui et plus encore dans nos sociétés par rapport au rôle de l'homme et de la femme, ça risque de créer vraiment des difficultés. C'est un langage qui serait difficile à apprendre pour un homme, par exemple, de faire la lessive parce que sa femme demande, a ce besoin que son mari l'aide dans ce domaine particulier. Donc, dans son livre, Gary Chapman raconte une histoire d'un homme dont la femme avait ce langage d'amour. Donc, pendant qu'il était en train de les coacher, de les suivre, il leur demandait d'exprimer chacun, en fonction de son langage d'amour, les choses qu'ils souhaitent voir l'autre faire pour eux. Et donc, un jour, la femme a exprimé que ce qui lui ferait plaisir, ce qui lui ferait se sentir aimé, c'est que son mari fasse la lessive. Bon, vous imaginez que ce n'est même pas la lessive comme chez nous ici, c'est juste mettre les habits dans la machine, faire tourner la machine, et puis peut-être après enlever pour faire sécher. Mais le mari a demandé à Gary Chapman, mais qu'est-ce que l'amour a à voir avec la lessive? Et donc Gary Chapman lui a expliqué que ce que lui il ressent, parce que lui son langage d'amour c'était le toucher physique, ce que lui il ressent lorsque sa femme lui fait des câlins ou a des rapports sexuels avec lui, c'est la même chose que sa femme ressent quand lui il fait la lessive à la place de sa femme. Il a dit bon d'accord, si c'est ça vraiment, elle a qu'à envoyer tous les jours il va faire la lessive. Donc c'est pour montrer qu'il ne faut pas banaliser, il ne faut pas dire mais lessive et puis quoi encore. Non, si c'est vraiment le besoin, parce que c'est ça qui va lui prouver que tu prends ton temps, quelque chose peut-être même que tu n'aimes pas faire, quelque chose qui te pèse, mais tu prends ton temps, tu prends sur toi de le faire pour pouvoir satisfaire son besoin de se sentir aimé, c'est important. C'est vraiment quelque chose qui est marquant. Donc si vraiment c'est ce langage que ton conjoint, j'ai pris l'exemple de la femme, mais ça peut être les hommes aussi, hein. Il y a des hommes, leur langage d'amour ce sont les services rendus, donc ils s'attendent à ce que leurs femmes tiennent bien leur maison, s'occupent bien de leurs habits, tout est bien repassé, propre, les enfants sont bien lavés quand ils rentrent le soir. En tout cas, il s'attend à ce que sa femme lui rende d'énormes services domestiques ou même dans d'autres domaines. Et si la femme estime que bon ça c'est pas son truc, et l'homme se sentira mal aimé parce que pour lui c'est les services rendus qui est la preuve qu'on aime quelqu'un. Donc c'est très important d'identifier ce qu'il y a derrière ces besoins qui sont exprimés. Et c'est fait, en fait, parler le langage des services rendus, c'est faire par amour des choses qui peuvent même aller à l'encontre des idées que nous nous faisons de nos rôles et de notre responsabilité. Et moi, à mon sens, c'est l'un des langages les plus difficiles à parler. Et le dernier langage, c'est le toucher physique. C'est communiquer des sentiments d'amour par le toucher physique. Quand on prend les bébés par exemple, c'est l'un des langages d'amour qu'on exprime le plus facilement à un bébé. Lorsqu'un bébé est tenu, cajolé, embrassé, plus il est émotionnellement sain. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire de, je ne sais plus quel roi exactement, je crois Frédéric II de Bavière, qui avait voulu, non je ne sais plus, en tout cas un roi allemand qui avait voulu tenter une expérience. Et donc, il avait fait venir des bébés dans une maison et chaque bébé avait une nounou. Les bébés avaient tout
à leur disposition tout ce qui est matériel, nourriture, tout. La seule consigne qui était donnée à ces nounous-là, c'est de ne jamais toucher les bébés. Bon, elle pouvait leur faire tout, donner à manger. En tout cas, la nourriture était abondante, les conditions, ils étaient dans un bel environnement, un beau berceau, une belle chambre, mais on ne devait pas les toucher. À la fin de l'expérience, tous les bébés sont morts. Parce que être touché, c'est quelque chose qui est fondamental, je dirais, vital pour chaque bébé. Donc, le langage du toucher physique s'apparente à ça. Donc, c'est un moyen de communication de l'amour conjugal. Et ceux qui ont ce langage aiment qu'on les touche. Donc, c'est l'étreinte des mains, les baisers, les caresses. Ça va aussi, un des dialectes de ce langage, ce sont les relations sexuelles. Et je vais y revenir certainement la semaine prochaine, mais je vais déjà faire cette parenthèse. En général, quand on présente les langages de l'amour, la plupart des hommes disent que leur langage d'amour, c'est le toucher physique. Mais il faut faire attention, parce que ce n'est pas vrai. Votre histoire peut faire que vous croyez que c'est ce langage parce que vous n'avez pas de relations sexuelles satisfaisantes, ou votre femme vous rejette, etc. Donc vous allez tout de suite penser. Non, il faut bien réfléchir, parce que les relations sexuelles ne sont qu'un dialecte. Pour certains, ça n'a rien à voir avec les relations sexuelles. C'est des gens qui sont juste tactiles, qui aiment qu'on les touche, qu'on les enlace, qu'on les embrasse. Ça peut ne pas avoir de connotation sexuelle, notamment chez les femmes qui ont le toucher physique. Ça peut être juste de l'affection non sexuelle. Donc il faut bien réfléchir, mais pour certains, effectivement, c'est vraiment leur langage d'amour, le dialecte des rapports sexuels. Donc c'est le langage que certaines personnes comprennent le mieux, parce que pour eux, je t'aime, les mots je t'aime ne parlent pas. C'est le fait de toucher, de câliner, de masser, c'est ça qui exprime le plus, qui crie plus fort que les mots, les simples mots. Donc, par exemple, quelqu'un dont le langage d'amour, ce sont les paroles valorisantes, va se dire, mais c'est les mots, c'est pas les mots qu'il faut exprimer l'amour. Et celui qui a le toucher physique va dire, non, ce n'est pas par les mots, c'est par les doigts, le toucher, tout ce qui est tactile. Et donc, si c'est le langage de votre conjoint, vous devez absolument apprendre ce langage, parce que la seule manière de le toucher véritablement pour qu'il se sente aimé, c'est de le toucher, effectivement. Toucher le cœur en touchant le corps. Donc les dialectes, je l'ai déjà dit, c'est tout ce qui est massage, dos, pieds, épaules, tout le corps. Donc les massages, tout ce qui est touché, affectueux, occasionnel, le fait de s'asseoir l'un contre l'autre, passer la main dans la tête, dans les cheveux de l'autre, un baiser le matin, lorsqu'on sort, un baiser le soir, lorsqu'on rentre, saisir la main de la personne sous la table, par exemple, quand personne ne voit, ou prendre sa main en public. Donc, quelqu'un dont le langage, ce sont ses besoins, et dont le conjoint, par exemple, est trop pudique pour l'embrasser en public, pour tenir sa main devant les autres, pour lui manifester de l'affection en public, il va se sentir frustré. Donc c'est important d'identifier ce langage et d'apprendre à le parler. En tout cas, pour moi personnellement, c'est l'un des langages les plus difficiles à parler, parce que je ne suis pas tactile du tout. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est difficile. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, pour moi, j'ai été marié à un homme dont c'était le langage d'amour. Donc vous imaginez la difficulté pour moi de lui exprimer l'amour de la manière dont il le voulait. Et ça a été vraiment difficile. Et on a passé peut-être les premières années de notre mariage en ne connaissant pas les langages d'amour. Donc là, moi je le bombardais de cadeaux. Lui, il ne faisait que me toucher. Et donc moi je me disais, mais c'est pas possible, comment c'est les cadeaux, c'est ça le vrai langage, c'est comme ça qu'on exprime
son amour, mais c'est pas en touchant, en soulevant la main, en l'attrapant, non. Donc on a vécu vraiment dans l'incompréhension totale des besoins l'un de l'autre. On va y revenir après quand on va parler de comment discerner le langage de l'autre et comment y répondre. Donc voilà, je viens de terminer la présentation des 5 langages. On a présenté la semaine dernière les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, et aujourd'hui on a présenté les services rendus et le toucher physique. Avant de poursuivre, je voudrais mettre l'emphase sur deux points. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais je vais encore y revenir. Nous avons chacun un langage d'amour qui est en quelque sorte notre langue maternelle. On va prendre cette illustration. Chacun d'entre nous, comme je l'ai dit, a une langue maternelle. C'est la langue dans laquelle on est le plus à l'aise. C'est celle qu'on comprend, qu'on parle très bien. Bon, nous, malheureusement, nos langues maternelles, dans ce cas-là, c'est plutôt le français. Mais bon, prenons l'illustration. Donc, on comprend bien notre langue maternelle. Mais, si on est avec quelqu'un qui n'est pas de la même origine que nous, ou bien qui ne comprend pas notre langue maternelle, la communication avec cette personne va être réduite parce qu'elle aussi, elle parle sa langue maternelle qui est différente de la nôtre. Donc, on aura des difficultés à se comprendre tant qu'on ne fait pas l'effort d'apprendre la langue maternelle de l'autre. C'est exactement ce qui se passe dans le cadre du couple. On n'a jamais les mêmes langues maternelles, les mêmes langages de l'amour. Donc, le conjoint est obligé d'apprendre la langue d'amour de son conjoint pour pouvoir bien l'aimer. Si chacun campe sur son position pour dire, bon, moi, je parle ma langue maternelle, c'est celle que je comprends le mieux. C'est difficile pour moi d'apprendre une autre langue. Donc, bon, moi, ce que je sais faire, c'est donner des cadeaux. Contente-toi des cadeaux. Tu ne vas pas répondre aux besoins de l'autre dont le langage d'amour, ce ne sont pas les cadeaux. Et c'est par exemple, lui, c'est le toucher physique. Donc, vous pouvez vivre comme ça des années où, étant entendu, je vous rappelle ce qu'on a dit la semaine dernière en premier, c'est en parlant le langage d'amour de l'autre qu'on remplit son réservoir émotionnel d'amour. Donc, si ce réservoir est vide, même si on parle les autres langages, ça ne se remplit pas. Ou alors, ça ne se remplit pas aussi bien. C'est pas que celui qui, par exemple, dans le langage d'amour, c'est le toucher physique. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les cadeaux. Mais pour lui, le cadeau, c'est banal. Bon, ça ne fait rien, quoi. Ça ne lui montre pas qu'on l'aime. Parce que pour lui, c'est pas ça. Et ça, il faut en être conscient et parler le langage d'amour principal de la personne. Peut-être le deuxième aussi, mais le principal. Et ça, c'est important. Et si nous voulons vraiment réussir dans ce domaine, on doit être prêt à apprendre le langage fondamental d'amour de notre conjoint. Et comme je l'ai dit, en présentant les différents langages, il y en a qui sont un peu plus difficiles à apprendre que d'autres. Parce que pour moi, par exemple, apprendre le langage du toucher physique, c'est comme apprendre le russe. C'est pas comme l'anglais. L'anglais, je connais un peu, je maîtrise un peu. Donc l'anglais, pour moi, peut-être ce serait les services rendus. Mais le toucher physique, c'est vraiment le russe. Mais tant que je ne l'ai pas appris, tant que je ne le maîtrise pas, cette langue, j'aurai du mal à communiquer de l'amour à mon conjoint. Donc c'est important de connaître ces vérités-là. Et la deuxième chose, c'est que il est très rare que mari et femme aient le même langage d'amour. C'est des choses qui sont rares. Mais le drame, lorsqu'on se marie, c'est qu'on aime l'autre comme on voudrait être aimé. Moi, comme je voulais raconter, mon langage d'amour, ce sont les cadeaux. Donc les premières années du mariage, anniversaire, Saint-Valentin, et c'est pas toutes les fêtes, en tout cas j'offrais des cadeaux et des cadeaux de prix à mon mari. Et non seulement ça ne lui disait rien, ça ne remplissait pas son réservoir, ça ne faisait pas qu'il se sentait aimé, mais moi ça me frustrait parce que je me dis, mais avec tout l'argent que j'ai dépensé, ça ne dit rien. Peut-être parfois même,
je me, je me rappelle une année, je suis allé faire par un bijoutier un bracelet avec son nom, son prénom. Je crois que le bracelet a disparu, en tout cas a été perdu 2 ou 3 semaines après la fête. Je ne sais plus de quelle fête il s'agit. Et parce que ce n'était pas son langage d'amour. Moi, par contre, mon langage d'amour, c'était le cadeau. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, on est en 2022. Le premier cadeau que mon mari m'a donné, c'était l'année où on s'est marié, la première Saint-Valentin en 1987. Un mouchoir avec des cœurs. J'ai encore ce mouchoir avec des cœurs jusqu'à aujourd'hui. Mon mari est mort. Et pour ceux qui ne le savent pas. Mais j'ai ce mouchoir avec les cœurs. Parce que pour moi, c'est les cadeaux. Et les cadeaux ont une valeur extraordinaire pour moi. Donc vous voyez comment on peut, étant mari et femme, passer à côté des besoins l'un de l'autre. Parce que chacun dit, bon, moi je veux t'aimer, mais je t'aime à ma manière. Moi, la manière, ce qui me touche, me bouleverse, ce sont les cadeaux. Donc c'est normal. Si je veux t'aimer, je te donne aussi des cadeaux. Mais ça ne te touche pas, ça ne te bouleverse pas. Donc, on peut être dans le quiproquo, comme ça, jusqu'à ce que le réservoir de chacun se vide. Et puis on est là à se regarder, alors qu'il suffirait de commencer à parler le langage de l'autre. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté, je crois que je l'ai déjà raconté, mais mon mari, il oubliait tous les anniversaires, tout mariage, naissance, Saint-Valentin. Bon, il ne peut pas oublier parce que les gens font tellement de battages médiatiques, mais il oubliait. Donc les premières années, je me fâchais, j'étais malheureuse, jusqu'à ce que je décide un jour de lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc le jour de son anniversaire, j'ai fait comme si il n'y avait rien. Je ne me suis même pas fatigué à faire quoi que ce soit, à prévoir quoi que ce soit. Et du matin jusqu'au soir, mon mari ne s'est pas souvenu que c'était son jour d'anniversaire. Donc je me suis dit, bon, quelqu'un qui est capable d'oublier lui-même son anniversaire, c'est pas pour moi, il va se rappeler. Donc à partir de là, quand j'ai commencé à faire autrement, j'ai dit, bon, là, mon anniversaire c'est dans 1 semaine, et si tu ne me donnes pas cadeau, tu vas voir. Mon anniversaire c'est dans 3 jours, et si tu ne fais pas quelque chose, donc j'ai changé de stratégie, juste pour vous faire rire un peu. Mais c'est pour dire quoi? Notre responsabilité, c'est d'aimer l'autre à sa manière, pas à notre manière. Il ne faut pas dire non, voilà ce que moi j'aime, donc mon conjoint est obligé d'aimer ce que moi j'aime. Non. Il faut apprendre, c'est pour ça que c'est important de connaître le langage d'amour de son conjoint. Et surtout, non seulement le connaître, mais apprendre à parler ce langage d'amour. Et comme je l'ai dit, c'est pas toujours évident avec certains langages, comme les services rendus, comme le toucher physique, etc. Donc c'est important que, en tant que conjoint, cela soit fait pour pouvoir remplir le réservoir d'amour de son mari ou de sa femme. Donc, nous allons maintenant passer à une autre étape. Comment identifier son langage d'amour? Comme je l'ai dit, il y a des tests sur Internet, vous pouvez aller. Il y a un test que moi aussi j'ai, que je peux vous donner si vous le souhaitez, qui vous permet d'identifier à la fois votre langage d'amour et identifier celui de votre conjoint aussi. Mais sinon, Gary Chapman recommande dans son livre 3 moyens de le faire. Le premier moyen, c'est de se poser la question: dans ce que mon conjoint omet de faire, ou bien fait, ou omet de faire, qu'est-ce qui me blesse le plus? Qu'est-ce qui me blesse le plus? Moi, par exemple, mon langage étant les cadeaux, oublier ma date d'anniversaire, c'est ce qui me blesse le plus. Je me rappelle une année, j'ai demandé à mon mari 1000 francs. Je ne sais plus ce que je voulais faire avec 1000 francs. Mais il a commencé à me crier dessus. J'ai dit, mais j'étais tellement blessé. Moi-même après, je me suis assise et puis je me suis dit, mais pourquoi tu es autant blessé? Mais pourquoi? Parce que mon langage, ce sont les cadeaux. Donc me refuser quelque chose que je demande, c'est pire que toute autre chose. Donc qu'est-ce qui vous blesse le plus? Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vous blessent plus que d'autres.
dans ce que votre mari fait ou omet de faire. Donc, l'inverse de cette chose qu'il fait ou omet de faire est quelque chose qui va vous donner une idée de quel est le langage qui est le plus expressif pour vous. Les gens dont le langage, ce sont les paroles valorisantes, sont très sensibles à la critique. Et au lieu de les encourager, au lieu de leur dire des mots aimables, si vous les critiquez, et parfois à tort, et parfois exagérément, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire le contraire de ce qui leur fait se sentir aimé, on peut identifier son langage d'amour par ça. Qu'est-ce qui vous blesse dans ce que votre conjoint omet de faire ou fait? Deuxième élément, qu'est-ce que vous demandez le plus à votre conjoint? Qu'est-ce que vous réclamez le plus? Ah, il faut qu'on sorte. Il faut qu'on ait du temps pour nous deux. Là, vous savez que vous avez comme langage d'amour les moments de qualité. Je ne me sens pas encouragé par toi. Tu ne me dis jamais que je suis belle. Tu ne remarques jamais que j'ai changé de coiffure, que j'ai porté un bel habit. Je dis souvent, vous imaginez une femme qui s'est coiffée d'une nouvelle façon, qui a changé d'habit, elle s'est habillée le matin, elle est partie au travail, son mari l'a regardé, il n'a rien dit, il est arrivé au travail, tous ses collègues, ah mais vraiment, tu es bien habillée aujourd'hui, ah que tu es belle, mais ta coiffure te va très bien. Vous imaginez l'effet que ça peut produire sur quelqu'un dont le langage d'amour ce sont les paroles valorisantes? C'est que mon mari ne m'aime pas. Même ceux avec qui j'ai simplement des relations de travail ont remarqué que mon apparence a changé, mais mon mari lui n'a rien vu. C'est qu'il ne m'aime pas. L'inverse pour une femme. Donc, le contraire qu'est-ce qu'on réclame le plus? Une femme dont le langage, par exemple, ce sont les paroles valorisantes, va dire à son mari, mais tu n'as pas vu que j'ai changé de coiffure? Qu'est-ce que tu penses de mon habit? Tu n'as rien dit. Tu n'as pas exprimé d'encouragement. Tu n'as rien dit par rapport à telle chose que j'ai faite. Tu n'as pas remarqué que j'ai changé telle chose dans la maison. Tu n'as pas remarqué. Donc, qu'est-ce qu'on réclame le plus à son conjoint? C'est ça, c'est en général ce qu'on réclame le plus qui nous donne le sentiment d'être vraiment aimé. Et troisième élément qui peut nous aider à identifier notre langage d'amour, comment nous-mêmes nous exprimons l'amour. Voilà. Par exemple, moi, ma manière naturelle, automatique de dire à quelqu'un que je l'aime, c'est en lui faisant des cadeaux. Donc ça peut te dire, ça te donne déjà une indication de quel est toi ton langage d'amour. Donc c'est les trois méthodes. Je répète rapidement, pour identifier notre langage d'amour, nous devons voir dans ce que notre conjoint fait ou omet de faire ce qui nous blesse le plus. Nous devons voir ce que nous lui réclamons le plus. Qu'est-ce que nous exprimons le plus comme besoin vis-à-vis du conjoint? Est-ce que c'est des paroles d'encouragement que nous demandons? Est-ce que c'est des services que nous demandons? Est-ce que c'est des cadeaux que nous demandons? Voilà, ça peut être une indication. Et troisième élément, comment nous-mêmes nous exprimons généralement l'amour aux autres. C'est une indication aussi de ce que c'est notre langage d'amour principal. Bon, il peut y avoir que des personnes aient deux langages d'amour. Hein. C'est pas impossible. Comme dans la vie, il y a des gens qui sont parfaitement bilingues. Donc, anglais, français, ils maîtrisent les deux. Donc, il peut y avoir aussi des gens qui maîtrisent deux langages, qui comprennent deux langages, qui parlent parfaitement deux langages. C'est pas quelque chose d'impossible. Et il y a deux sortes de personnes qui peuvent avoir du mal à identifier la langue dans laquelle ils comprennent le mieux l'amour exprimé par leur conjoint. Premièrement, c'est ceux dont le réservoir émotionnel est plein depuis longtemps. C'est-à-dire, cette personne, son langage d'amour primordial est bien parlé. Tous les autres, peut-être, langages aussi sont bien parlés. Son conjoint lui montre tellement qu'il l'aime qu'il peut ne plus savoir quel est, parmi tous ces langages-là, quel est son langage, parce que son réservoir est plein. Donc, il n'y a pas de manque, donc il n'y a pas de besoin, donc il n'identifie pas ce qu'il lui faut. Et à l'inverse,
La deuxième catégorie des personnes qui peuvent avoir du mal à identifier leur langage d'amour, c'est ceux dont le réservoir est vide. Donc justement, il ne se souvient plus même de ce qui lui donne le sentiment d'aimer parce qu'il y a tellement longtemps qu'il a cessé de sentir d'éprouver ce sentiment qu'il ne sait même plus ce qui lui donne le sentiment d'aimer. Donc dans les deux cas, il faut essayer de regarder en arrière. Comme la Bible nous dit dans l'Apocalypse, il faut repartir là où, essayer de voir là où tu es tombé. À quel moment l'amour a commencé à diminuer. En général, il faut retourner au début de la relation, pendant que vous étiez fiancés. Qu'est-ce qui te faisait te sentir aimé? Ça peut t'aider. Ce que l'autre faisait à cette époque qui te faisait sentir aimé, ça peut t'aider à identifier ton langage d'amour. Ok. Donc voilà. Je pense que sur ce point, comment identifier son langage d'amour, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vous invite à déjà essayer sur cette base-là de noter qu'est-ce que vous pensez être votre langage d'amour. Le premier, enfin, classer le langage d'amour par ordre de priorité. C'est-à-dire pour moi, le numéro 1, c'est cadeau. Qu'est-ce qui vient en 2? Qu'est-ce qui vient en 3? Qu'est-ce qui vient en 4? Qu'est-ce qui vient en 5? Et vous pouvez essayer, si vous êtes marié, de dire également quels sont les langages d'amour de votre mari par ordre de priorité. Et lui aussi, il fait ça et vous confrontez pour voir si vous avez identifié correctement et votre langage et celui de votre conjoint, et si votre conjoint également a identifié correctement et son langage à lui-même et votre langage. Donc c'est important de faire cela et de partager mutuellement, discuter sur ce que vous avez découvert en faisant ce classement ou en faisant un test, etc. C'est important de discuter ensemble de votre découverte mutuelle de ce que c'est que votre langage d'amour. Donc voilà, je vous encourage à faire vraiment cet exercice pour identifier votre langage d'amour. Aujourd'hui, nous venons de voir les deux derniers langages d'amour et aussi parler un peu de comment identifier son langage. Donc je pense que à ce stade où nous sommes arrivés, vous connaissez et votre langage d'amour et le langage d'amour de votre conjoint. Donc ce que nous allons commencer à faire maintenant, je ne pense pas que nous allons le terminer aujourd'hui, mais nous allons poursuivre la semaine prochaine et conclure la semaine prochaine. Il est important pour chaque conjoint de décider d'aimer ou non son conjoint. C'est une décision. À un certain moment, comme nous n'avons de cesse de le dire, l'amour, c'est un sentiment, c'est des émotions, mais ce n'est pas que ça. À un moment, l'amour devient une décision. Donc, il nous appartient, en tout cas, il appartient à toutes les personnes mariées de décider ou non d'aimer leur conjoint. Et quand on a décidé d'aimer son conjoint, il faut apprendre à lui exprimer l'amour d'une manière qui corresponde à son attente. D'une manière qui rend cet amour plus parlant pour lui. Il ne faut pas qu'on continue à faire comme peut-être on a fait jusqu'à présent, à dire je t'aime à ma manière. Je veux t'aimer à ta manière. Je veux t'aimer selon ce que tu m'exprimes, selon le besoin que tu m'exprimes. Et donc, je vais repartir avec chacun des langages de l'amour et vous donner quelques suggestions, quelques pistes pour vous aider à parler le langage d'amour de votre conjoint. Donc ça suppose que, arrivé à ce stade, vous connaissez déjà quel est le langage d'amour de votre conjoint. Donc quelles sont les suggestions pour apprendre à parler le langage d'amour de votre conjoint. Si le langage d'amour de votre conjoint, ce sont les paroles valorisantes, et que vous êtes un homme ou une femme qui n'aime pas trop parler, qui n'aime pas trop les paroles, vous pouvez avoir un carnet
dans lequel vous notez les paroles valorisantes, soit que vous entendez ou que vous lisez. Au début, ça peut paraître non spontané, non authentique, mais comme j'ai l'habitude de le dire, à un moment de notre relation d'amour, il faut qu'on aime aussi avec la tête. Si on veut toujours faire confiance à notre cœur pour qu'il aime, ça ne va pas aller. Donc parfois, il faut faire intervenir la tête, il faut faire des efforts conscients. Donc même si cela vous fait, comment je peux dire, vous paraît un peu bizarre au début avec avoir un carnet où je note des propos, ça peut paraître bizarre. Vous savez que il y a, on trouve sur internet des listes entières. Moi j'ai une liste de 75 paroles valorisantes qu'un mari ou une femme, en tout cas qu'un conjoint, peut dire à son conjoint. Donc déjà, si vous avez cette base-là, après vous pouvez adapter. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de mentir à l'autre pour dire « Ah, mais vraiment, ta coiffure est belle », alors que tu trouves que la perruque qu'elle a portée là, c'est même pas joli, ça sent mauvais, tout ça, et puis tu lui dis « Ta coiffure est belle ». Bon, c'est pas ça l'objet. Mais en fonction de tout ce que vous allez récolter sur Internet, dans des livres, en cherchant, peut-être même de vous-même, mais seulement que cela ne vous vient pas à l'esprit de manière spontanée, vous notez et vous adaptez à la situation, à ce que vous voulez dire à votre conjoint. En tout cas, pour dire des paroles aimables, des paroles encourageantes, c'est pas compliqué, c'est la seule chose, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas naturel chez l'homme. On a plus tendance de manière naturelle à dire ce qui ne va pas qu'à dire ce qui va, mais il faut faire l'effort parce que c'est ça qui est le carburant, le moteur de votre conjoint. Donc, un carnet où aujourd'hui on n'a plus besoin, tu peux avoir une feuille dans ton portable, une note où tu as noté tout ce que tu pourrais dire de valorisant, de bon à entendre à ton conjoint. Avec le temps, tu as toute une liste que tu peux utiliser. Les paroles valorisantes sont, on peut les dire directement au conjoint, mais on peut aussi le dire à d'autres. C'est-à-dire, c'est valoriser ton conjoint vis-à-vis d'autres. Tu peux dire à tes enfants, ah vraiment, votre maman, elle est belle. Votre maman est bien habillée aujourd'hui. Donc voilà, je n'en ai pas parlé, mais c'est aussi valoriser quelqu'un, c'est aussi le mettre en valeur autour de nous, dans l'environnement familial comme amical. C'est aussi le mettre en valeur devant d'autres personnes, c'est dire du bien de lui devant d'autres personnes, pas forcément en one-to-one, ça peut être faire son atalakou, comme on dit en Côte d'Ivoire, devant d'autres personnes. Et deuxième chose que vous devez faire, si vous avez du mal pour apprendre ce langage, c'est de faire la liste de tout ce que vous appréciez particulièrement chez votre conjoint. Tout ce que tu apprécies. Il faut t'asseoir, réfléchir, écrire ça. Et comme je le dis, ça va être un peu difficile au début, surtout si tu as tendance, de par ton tempérament, à être très critique. Ça va être difficile de te rappeler, mais il faut t'asseoir et faire ce travail-là. Et 2 fois par semaine. Je vous donne les techniques pour apprendre le langage. Le langage, pardon. 2 fois par semaine, il faut faire des compliments à ton conjoint sur l'un ou l'autre des points que tu as énumérés. Par exemple, si ton conjoint est quelqu'un qui travaille beaucoup, donc le compliment à lui faire, c'est que vraiment j'aime ton ardeur au travail. J'aime la manière dont tu travailles sans compter tes heures. J'aime le temps que tu mets à faire les choses, la manière dont tu les fais de manière excellente. Donc ce compliment, faut te forcer. Tu sens où, tu sens pas où. 2 fois par semaine, faut prendre ta liste et faire un compliment sur un ou l'autre point à ton conjoint. Troisième manière d'apprendre ce langage de paroles valorisantes, il faut consacrer une soirée à ton conjoint pour lui permettre de faire part de ses ambitions, ses centres d'intérêt. Cela va te permettre de recueillir des éléments qui
vont te permettre d'encourager ton conjoint avec amour et sincérité et de l'aider à atteindre ses objectifs. Parce que si tu ne connais pas les projets de la personne, si tu ne connais pas ses ambitions, si tu ne connais pas ce qu'il a envie de faire, mais pour lequel il lui manque du courage, tu ne pourras pas l'encourager. Parce qu'il faut connaître là où la personne veut aller, quels sont ses rêves, quels sont ses projets, et ensuite, avec amour et sincérité. Sincérité, j'insiste encore là-dessus. Il ne s'agit pas de blaguer l'autre pour dire que tu es le meilleur. Tu vas y arriver alors que tu sais pertinemment qu'il n'a pas les compétences qu'il faut. Si il faut encourager avec amour et sincérité et proposer ton aide dans la mesure du possible pour pouvoir permettre à la personne de vraiment se réaliser dans ce qu'il veut faire. C'est ça aussi encourager, c'est aider, c'est accompagner, c'est identifier avec la personne peut-être ses points faibles, ses points qu'il doit améliorer et lui apporter son aide pour pouvoir l'améliorer. Et dernière chose, quand on doit apprendre le langage des paroles valorisantes, il faut se poser la question, est-ce que je ne suis pas quelqu'un d'un peu dur dans mes échanges avec mon conjoint? Est-ce que je ne suis pas un peu trop critique? Donc c'est important d'évaluer votre communication verbale, parce que dans le langage des paroles valorisantes, la communication verbale a vraiment son importance. Est-ce que je suis trop dur? J'ai trop de requêtes, j'ai trop d'exigences, je suis quelqu'un qui pose des ultimatums, quelqu'un qui menace? Ça ne va pas arranger le conjoint qui a comme langage d'amour les paroles valorisantes, un conjoint qui fait cela, parce qu'il fait l'inverse de ce qui permet à la personne de se sentir aimée. Il fait l'inverse. Donc là, il faut évaluer votre tendance. Si vous avez un conjoint dont le langage d'amour c'est les paroles valorisantes, il faut évaluer votre tendance à la critiquer, à être toujours en train de pointer du doigt ce qu'il fait de mal, à toujours être en train de poser des exigences, des ultimatums, etc. Donc, voir dans quelle mesure vous pouvez améliorer votre communication avec ce conjoint. C'est très important. Si le langage d'amour, ce sont les moments de qualité, en général, le conjoint qui n'arrive pas à parler le langage d'amour des moments de qualité à son conjoint avance comme excuse: j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas ma faute, en quelque sorte. Je travaille pour nous, je travaille pour la famille, je travaille pour qu'on se réalise, donc c'est pas ma faute. Mais si tel est le cas, il faut pouvoir s'asseoir avec son conjoint pour faire un programme. On ne travaille pas 24 heures sur 24. Et même bien que le travail soit important, il faut établir des priorités dans la vie. Et vous ne pouvez pas avoir un conjoint dont le langage d'amour c'est les moments de qualité et ne pas établir, vous organiser pour répondre à ses besoins et pour équilibrer les choses. Donc il faudra vous asseoir pour faire un programme avec votre conjoint, un programme équilibré pour pouvoir répondre aux besoins affectifs de votre conjoint. Tout est, comme je dis, tout est une question de priorité. Si l'amour de votre conjoint, l'amour que vous voulez lui exprimer est une priorité, vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver l'organisation qu'il faut pour pouvoir répondre à ce besoin. Deuxième chose, pour parler le langage des moments de qualité, il faut dresser la liste de ce que vous pensez que votre conjoint attend de vous. Vous, d'abord, vous-même, vous dressez la liste. Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Soit parce qu'elle a exprimé, soit parce que vous le devinez. En tout cas, qu'est-ce qu'elle attend de moi? Quelles sont les requêtes, les demandes qu'elle m'a formulées dans le passé? Ensuite, il faut demander à votre conjoint également de vous exprimer ses désirs pour confirmer, pour être sûr que ce que vous croyez être son besoin est vraiment son besoin. Et il faut prendre des engagements vis-à-vis de
de ces choses-là. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Pour répondre par exemple à quelqu'un qui a besoin des moments de qualité, peut-être régulièrement, tous les jours ou 2 fois par semaine, on ne peut pas se lever et puis tout mettre en place d'un seul coup. Mais il faut identifier les choses et puis après les prendre une par une et essayer, prendre l'engagement durant le mois à venir, de consacrer au moins du temps à combler 2 demandes de votre conjoint. Troisième point pour apprendre le langage des moments de qualité, c'est de vous rappeler quelles sont 2 ou 3 activités que vous avez menées avec votre conjoint dans le passé qui vous a permis de vous rapprocher l'un de l'autre. Il faut vous rappeler qu'est-ce que vous avez fait ensemble qui a été un succès, qui a laissé de bons souvenirs, aussi bien à vous qu'à votre conjoint. Vous avez senti que le conjoint répondait vraiment à votre amour et sentait votre amour. Et il faut prévoir des occasions pour renouveler ce genre d'activité. Peut-être c'était un week-end que vous avez passé ensemble, une semaine pendant les vacances où vous avez été ensemble qui ont laissé des bons souvenirs. Il faut pouvoir reprogrammer, prévoir encore de faire une de ces activités que vous avez faites dans le passé. Et troisième point, il faut être honnête avec soi-même parce qu'en général, ceux qui ont du mal à parler ce langage des moments de qualité, c'est des gens qui n'aiment pas les émotions. Des gens qui n'aiment pas le temps, il faut s'ouvrir, aller en profondeur. En tout cas, ils ne sont pas à l'aise. Donc, quand on n'est pas à l'aise dans une situation, on a tendance à l'éviter en invoquant toutes sortes d'arguments. Donc là, il faut faire cet examen de conscience pour voir est-ce que c'est pas parce que c'est un peu pénible pour vous de vous retrouver en tête à tête avec votre conjoint parce qu'il va falloir ouvrir son cœur, parler de ses émotions, aller en profondeur, et ça c'est quelque chose qui vous est difficile. Donc il faut pouvoir faire cet examen de conscience pour pouvoir bien parler ce langage. Et troisième point, troisième langage, ce sont les cadeaux. Le langage des cadeaux, comment l'apprendre, comment bien le parler. La première chose qu'il faut faire, c'est dresser la liste des cadeaux que vous avez déjà fait dans le passé à votre conjoint qui l'a apprécié. La liste. Bon, si vous n'avez jamais fait, il n'y a pas de liste, mais il faut dresser la liste. Il faut voir. Dans le passé, il y a eu des choses, il y a eu des gestes que vous avez fait, vous avez vu la réaction de votre conjoint, vous avez vu qu'il a vraiment apprécié. Il faut vous renseigner sur les goûts de votre conjoint auprès de ceux qui le connaissent bien. Et donc, décider d'offrir de temps à autre. Et moi, je vous encourage, si le langage d'amour de votre conjoint, ce sont les cadeaux, il ne faut pas attendre forcément anniversaire, Saint-Valentin. Il faut le faire de manière spontanée. Parce que quand on s'y attend pas, c'est encore mieux. Donc, il faut de temps en temps offrir des cadeaux en disant, je t'offre cela en gage de mon amour, c'est le témoignage de mon amour. Et surtout en tenant compte de ses préférences. Parce que là aussi, souvent, quand le langage d'amour de quelqu'un, ce sont les cadeaux, et qu'on lui offre quelque chose qu'il n'aime pas, bon, c'est pas parce qu'il aime les cadeaux qu'il aime tout. Ça suppose que vous connaissez les goûts, les couleurs de la personne. Une personne qui, par exemple, si votre conjoint aime le bleu, c'est sa couleur préférée. Bon, si vous faites un cadeau d'une autre couleur, ça peut passer, mais si vous choisissez sa couleur préférée, ça ira encore mieux. Donc c'est important, ça demande vraiment de connaître les goûts de l'autre, un peu de se mettre dans sa tête pour voir qu'est-ce qui va lui faire plaisir. C'est vrai que il ne faut pas se dire cadeau, c'est cadeau. Donc l'essentiel, c'est que je lui fasse cadeau. Non. Plus le cadeau a été choisi avec soin, avec amour, avec du temps, plus la personne se sent aimée. Deuxièmement, le cadeau a de la valeur aux yeux de celui qui l'offre. Donc,
c'est important de, comment je peux dire, dans le cadeau qu'on fait, d'abord de s'assurer vraiment qu'on y a mis tout l'amour, qu'on a pris toutes les précautions, que ça comment je peux dire, ça montre vraiment votre amour, parce que le cadeau doit avoir de la valeur aux yeux de celui qui l'offre d'abord. Si c'est quelque chose comme ça, qu'on offre comme ça à la va-vite, ça n'a pas de valeur pour toi. Quand je dis valeur, ça peut être la valeur marchande, mais ça peut être le temps que ça t'a pris pour faire ce cadeau, le temps que ça t'a pris de réfléchir et de trouver quelque chose d'original, etc. C'est ça qui est il faut vraiment que le cadeau contienne, voilà, l'amour qu'on veut démontrer. Troisième élément, pour apprendre le langage des cadeaux, il faut penser aux situations passées où votre conjoint aurait vivement souhaité recevoir un cadeau de votre part et où vous ne lui avez pas offert. Donc en général, sauf si vraiment le réservoir est complètement vide, la personne exprime son désappointement, le fait qu'il espérait avoir un cadeau, il n'a pas eu un cadeau, etc. Il faut penser aux situations où cette requête vous a été formulée et vous engager à prendre une meilleure décision la prochaine fois. Ça c'est important. Ok, d'accord. Et dernier moyen de pouvoir parler ce langage des cadeaux, c'est de s'efforcer de partager tous les jours, en tout cas le plus souvent, un événement ou des sentiments importants avec votre conjoint. Parce que, comme nous l'avons vu, le langage des cadeaux, c'est à la fois des cadeaux matériels, mais aussi le fait de prendre du temps, de donner du temps, de donner de soi, de donner de sa présence. Ça s'apparente un peu à un moment de qualité, mais c'est pas tout à fait ça. Partager ses sentiments avec un conjoint dont le langage d'amour ce sont les cadeaux, c'est pour lui un cadeau. Le fait que vous vous ouvrez à lui, qu'il sait ce que vous pensez, il sait ce que vous ressentez, vous lui donnez de votre temps, vous prenez ce temps-là avec lui. Donc, voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et la semaine prochaine, on va terminer et conclure ce point sur les langages de l'amour. Nous allons prier pour terminer. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire pour ce temps, pour ces enseignements que nous avons partagés avec tes enfants ce midi. Je prie que chacun de ceux qui ont entendu, qui ont écouté ce message, qui vont l'écouter par la suite, puissent véritablement en tirer profit. Que ce ne soit pas simplement des choses qu'on entend, mais des choses qu'on met en pratique et qui résonnent dans notre cœur. Que ce soit une seule chose, que ce soit deux choses, deux engagements qu'un mari prend vis-à-vis de sa femme ou qu'une femme prend vis-à-vis de son mari. Je prie que tu les aides, Saint-Esprit, à tenir cet engagement, à faire les choses qu'ils ont identifiées pendant que je parlais qu'ils devaient faire et qu'ils ne font pas. Merci Seigneur d'agir et de toucher le cœur de tes enfants. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.